Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine, je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat, on se retrouve dans un nouvel épisode. Encore une fois, merci à tous d'être nombreux à suivre le média. Sachez que ce média, il est en partie possible de réaliser grâce à Craft, l'appli de suivi de chantier qui a remplacé WhatsApp sur plus de 230 000 chantiers en Europe. Aujourd'hui, j'accueille une étudiante en archi pleine d'espoir, pleine d'idées pour la ville de demain. J'accueille Maria Zaporacek. Salut Maria. Bonjour Nicolas, je suis très ravie d'être ici. Merci beaucoup encore pour l'invitation. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur en tant qu'étudiante en architecture. Pour me présenter brièvement, Bah, écoute, avant que tu te présentes, t'inquiète pas, ok, on va avoir le temps de discuter, tu vas voir, ça va être très sympa, on va avoir une discussion très large sur plein de sujets. On va ouais, parler d'un sujet très riche qui est l'architecture et le bâtiment comme un moyen, non pas comme un outil de juste de mur. Enfin, on n'est pas sur du concret, on va vraiment aller très loin l'aspect plus on va dire psychologique du bâtiment qui va oui, servir tout à l'humain fait. plus que l'outil. Donc, avant de parler de tous ces sujets qui vont être, super intéressants, qui va occuper la demi-heure, en effet, je vais te demander de te présenter quand même. Qui es-tu? Ton parcours et ce qui te lie justement avec ce sujet qui est l'architecture et la construction? Avec plaisir. Tout d'abord, j'aimerais préciser que je suis d'origine ukrainienne je vis en France déjà depuis 10 ans. Il y a encore toute ma famille qui vit à Kiev, la capitale ce qui m'a vraiment, amenée à faire les études d'architecture, c'est, je pense, cette prise de conscience que j'aimerais avoir un rôle dans la construction de notre avenir et notamment réfléchir et pouvoir agir surtout sur, nos environnements de vie et de réfléchir, notamment à la reconstruction dans le contexte, actuel en Ukraine. J'ai d'abord commencé par les études en design, en art OK. appliqué. Je viens tout juste, d'être diplômée de l'école Boulle, en architecture intérieure. Mais je pense que cette vision, un petit peu plus globale du projet, en architecture qui articule, plusieurs échelles, qu'elles soient territoriales, urbaines, paysagères, ça m'intéressait vraiment beaucoup et c'est ce qui m'a, amenée à poursuivre mes études, dans ce domaine. OK, trop bien. Donc, oui, en effet, moi, je voulais que tu te laisses te présenter. Ouais, en effet, tu es d'origine ukrainienne, tu viens d'Ukraine, tu es venu en France, un peu avant les premières guerres, orchestrées par la Russie, donc, avant C'est 2014. ça. Ça fait très longtemps que tu fais tes études en France, ce qui, nous amène à avoir cet échange en français parfait. Merci, Merci. de parler aussi bien français, ça fait trop plaisir. Je sais la difficulté d'apprendre cette langue, donc, merci d'avoir fait les efforts tout au long de ton parcours ici en France, tes études. En effet, c'est un sujet qui va nous amener, à réfléchir aussi, pendant l'épisode, la confrontation un peu entre, le modèle ukrainien du bâtiment et le modèle français. Puisque moi, comme tu le Mmh. sais et comme, peut-être, ici vous le savez, j'ai pu, réaliser, un documentaire, un reportage sur la reconstruction actuellement, dans le contexte de guerre, donc, à réfléchir à comment bâtir la suite. Et moi, j'étais assez impressionné justement par la réflexion autour du bâti là-bas sur place. Donc, si toi, avec ton double regard, parce que tu l'as bien plus, élaboré que Oui. moi, puisque tu as la moitié de ta vie qui est là-bas, l'autre moitié qui est ici, qu'est-ce qui diffère vraiment, tu vois, entre cette pensée bâtiment, cette pensée construction ukrainienne et cette pensée Oui. française? Qu'est-ce qui va différer? Moi, j'aimerais, expliquer un petit peu la différence, de conception des quartiers résidentiels, que j'ai remarqué, Mmh. en partie, après mon déménagement en France et avec le recul que j'ai maintenant sur, ce qui se construit en Ukraine, notamment depuis l'indépendance et là les dernières années. Juste pour rappeler très brièvement, à Kiev, il y a plusieurs typologies de logements, qui sont encore de la région post-soviétique, notamment les chrushchevki. C'est des petits bâtiments, de 3 à 5 niveaux qui sont souvent, bâtis en briques Mmh. qui à l'époque, étaient construits pour, pallier la crise, de logement, dans l'après-guerre, les années 60.
et on commence à réfléchir, voilà, à la rénovation de ces bâtiments qui tiennent encore et qui finalement, sont assez qualitatifs. Et puis, un petit peu plus tard, dans les années, 70-80, il y a apparu, beaucoup de bâtiments en panneaux préfabriqués en béton. Mmh. Et donc c'est vraiment, dans ce quartier-là que j'ai grandi à Kiev, voilà, ces immeubles qui sont un peu de plus grande taille déjà. Hem et puis, ce contexte de l'indépendance a amené à une privatisation de tout ce parc immobilier, soviétique. Et ce que je remarque, qui est assez curieux, c'est qu'il y a une forme une approche assez individualiste, face à son OK. logement, à son habitat, parce que les gens ont tendance à ne considérer que leur appartement à eux, dans cette grande Mmh. résidence. Et on voit des choses qui sont assez curieuses, en tant que nous, Français, on on pourrait se demander, Ouais, c'est vrai. pourquoi, par exemple, les habitants commencent à isoler par l'extérieur leur appartement ou transformer, modifier leur balcon. Mmh. Donc c'est des choses assez curieuses aussi à observer. Et Mmh. hem, aussi ces grandes résidences, vraiment avec des immeubles à perte de vue, je trouve qu'ils considèrent pas suffisamment l'échelle humaine et l'échelle du quartier. OK. Et il y a une rupture assez forte, je trouve, entre l'espace public, l'échelle, Mmh. vraiment, collective, de la vie du quartier, et puis, cette, unité d'habitat, on va dire, OK. l'échelle privée, individuelle. Voilà, donc c'est cette réflexion à la fois sur, ce qui est individuel, privé et collectif, et ce seuil, ce passage entre les 2 Mmh. qui est intéressant. C'est 2 écoles, d'architecture aussi parce qu'il y a eu comme tu dis, il y a cette notion d'indépendance qui a fait que l'Ukraine et le territoire a voulu aussi se démarquer de cette, Oui, influence soviétique, ah tout donc à avec fait, d'autres, bien sûr. avec, une certaine rupture dans l'idéologie. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur l'aspect individuel, ça m'a aussi marqué parce que Mmh. j'ai été visiter des immeubles et déjà à comparaison d'en France, il y a pas forcément de syndicat de copropriété. C'est ça, oui. Donc déjà, chaque, personne peut faire un peu ce qu'elle veut aussi, dans cet immeuble, Oui. heu et qui porte aussi, des gros sujets actuellement parce que, bah, sur les sujets de reconstruction d'immeubles actuellement, Mmh. vu qu'il y a pas de copro, bah, en fait, si tu veux reconstruire ou réparer ton appartement, bah, en Bien fait, c'est sûr. à tes frais et si c'est l'immeuble entier qui est touché, bah, en fait, il faut que tout le monde puisse mettre les sous Oui. pour Mmh. réparer alors que, bah, tu vois, en France, il y a les copros, il y a plein de trucs, il y a Oui, énormément de oui, choses bien sûr. normatifs, du coup, qui nous amènent des fois un peu à être, bah, un peu énervé sur, tout ce contexte Oui, normatif, mais oui, dans une réflexion plus globale de l'architecture, en fait, ça a un gros impact, dans, bah, la conception, comme tu dis, parce que il va y avoir quelque chose d'assez uniforme, alors que tu peux trouver, des choses qui sont pas forcément uniformes sur certains c'est immeubles, ça. là-bas. Mais, c'est vrai que c'est une approche assez intéressante de voir que, déjà, par les époques et aussi les contextes qu'ont traversé le pays, bah, ça a changé aussi la vision de comment on Mmh. bâtit, sur place. Et aussi ce qui est assez étonnant, c'est que 70 d'Ukrainiens aujourd'hui, j'avais lu ça, habitent encore dans ces immeubles, Mmh post-soviétiques. mh. Et bah, en fait, la plupart, ils n'ont pas été rénovés depuis et présentent un bilan énergétique assez important aussi. Ouais. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour, Bah, dans le oui. contexte de reconstruction, je Mmh pense. mh. Parce que d'un côté, il faut bien repenser cette typologie, je pense, de résidences, voilà, qui sont, obsolètes pour la Mmh. plupart. Mais d'un autre côté, ça présente déjà, un très grand héritage. Et ça pourrait, voilà, peut-être, contribuer à réduire l'empreinte carbone dans la Ouais. construction, Mmh donc mh. par la réhabilitation. Ouais, c'est clair que c'est des Ouais. sujets, en fait, par la force des choses, tout le peuple, ukrainien et le territoire va être obligé de repenser, je pense, avoir une autre vision, peut-être apporter justement une autre, décennie ou une autre, époque de construction avec un héritage qui sera pour le futur. C'est fou quand même de pouvoir traverser, tu vois, genre une ville et de voir, différentes époques. Mmh. On retrouve souvent ça dans les villes qui ont justement subi pas mal de destruction. En France, tu en as quelques-unes de la Seconde Guerre mondiale qui ont cette approche, de territoire. Mais, très marrant parce que je trouve que la pensée de reconstruction est pas aussi, poussée, tu vois, dans certaines villes en France que là actuellement, que ce que j'ai pu voir. Mais ça, on va le déployer tout au long de l'épisode. Moi, je trouve que l'intérêt de cette
échange qu'on a ensemble aujourd'hui, c'est qu'on est tous les 2 plutôt jeunes avec une vision pour la ville de demain, les Bien quartiers de sûr. demain. Donc on va essayer d'avoir un impact sur comment vont être conçus et comment on aimerait que soient conçus, nos quartiers résidentiels. Toi, de ton point de vue et de ce que tu as pu apprendre, là, pour l'instant, sur ton parcours, études et même de la vie, parce qu'en fait, il y a pas que les études qui t'amènent à réfléchir. Quel rôle l'architecture peut, jouer, tu vois, dans ce contexte de créer une cohésion et moins aller dans cette tournure individualiste de l'habitat? Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense aussi que par l'architecture, on peut bien, construire une cohésion sociale, vraiment créer une communauté en quelque sorte et je pense que ça peut passer par tout ce qui invite à dépasser justement cette échelle, plus individuelle, privée, de l'habitat, mais sans non plus aller à son encontre parce que ça reste, tout de même important, Mmh. donc l'habitat tout d'abord, je pense que c'est quelque chose qui nous protège, qui constitue voilà, quelque chose de stable, hem et d'un autre côté, je pense aussi que la cohésion sociale peut passer par, le, la réinsertion de toutes les populations, au sein d'une résidence ou d'un habitat collectif et donc cet aspect d'inclusion, de prendre en compte, les personnes en situation de handicap Mmh. ou bien, ces grandes problématiques de réinsertion des vétérans Ouais. aussi, Mmh. en Ukraine et j'avais découvert récemment un projet assez intéressant en Ukraine, à Lviv, qui a été mené par l'agence, Drozdov, hem, OK. assez connue en Ukraine et c'était vraiment un projet pilote parce que c'est un des premiers bâtiments, de logements sociaux, à Lviv, OK. qui était pensé pour, accueillir, des populations qui ont Qui ont été soit, déplacés ou qui ont déplacé, été perdu leur, ouais. domicile OK. ou bien des personnes, qui, voilà, en situation de handicap et qui sont accueillis dans un centre de réhabilitation Ouais. qui sera implanté juste à côté de ce grand quartier Mmh. et voilà, le projet, il comprend, plusieurs immeubles résidentiels dont un était déjà construit et ce que j'ai trouvé intéressant dans son approche, c'est que, bon, tout d'abord, c'est une typologie qu'il appelle, les villas urbaines. OK. Donc ce sont des immeubles de 5 étages, pas Ouais, plus. pas plus. Voilà et qui finalement qui ressemble beaucoup à ce qu'on observe, en France, Ouais. dans des banlieues parisiennes notamment et ce projet comprend aussi beaucoup d'équipements, collectifs, une maison de quartier, un centre de réhabilitation qui est juste, à côté, et puis toutes les liaisons, pédestres urbaines qui traversent ces cours végétalisées, ce quartier et qui permet de vraiment s'ancrer dans le paysage urbain Mmh. et de créer des connexions donc entre les habitants et je trouve que cet ancrage vraiment local et aussi cette possibilité à, donc à permettre le futur développement Mmh. de ce quartier, je trouve ça très pertinent. Ouais, mais je suis assez d'accord. En fait, dans la construction, je trouve que, il y a cette réflexion. Tu as fait un parallèle intéressant avec, les banlieues, bah, parisiennes ou banlieues de grandes villes en France, toutes ces zones périurbaines qu'on peut croiser dans toutes les villes de France. C'est que la construction de quartiers est pas forcément, orchestrée avec, en point d'ancrage, bah, le bâtiment principal qui est résidentiel, mais avec, d'autres éléments et je trouve que, bah, de ce que j'ai vu moi, par exemple, dans une ville comme, Vinnytsia. Mmh. Il y a des quartiers qui sont des quartiers, à qu'on appelle, bah, habitats, sociaux, enfin, quartiers résidences sociaux, logements sociaux, comme on peut appeler ça en France. Oui, J'ai l'impression que le mot n'est pas du tout le même. Enfin, le sens de logement social en bien sûr. Ukraine et Mmh. en France n'est pas du tout le même. J'ai l'impression on parlait carrément d'autre chose, quoi. J'arrivais dans des quartiers qui étaient justement, Mmh. heu, créés pour l'interaction, je trouve. L'échange, Mmh. le fait que en effet, tu as ce résidentiel qui est présent, mais tu as tout cet aspect, collectif, bah, vie de quartier, comme tu dis, Oui, pas oui. mal d'établissements qui sont mis, bah, sur des chemins et tout se croise, en fait. Alors Mmh. que je trouve bah, après c'est mon avis, qui est que le mien, mais je trouve qu'en France, sur ce genre de quartier-là, on a un peu, hem focalisé sur la partie résidentielle, mais moins ce qu'il y a autour. Ce qui fait que les gens, du coup, Mmh. sont dans une réflexion plus, bah, j'habite ici
et voilà, quoi. Il y a moins de ce côté-là, du coup, de vie, cohésion, quoi. Ce qu'on essaie de chercher, ça, c'est un sentiment d'appartenance qui est un peu plus faible, je trouve. Mmh. Même si des fois on dit: «Bah, je viens de ce quartier, je viens de ce quartier» et cetera, mais en fait, c'est plus le lieu d'habitation plutôt que tout ce qu'il y a autour. Il y a un sentiment d'appartenance qui est un peu absent, je trouve, Mmh. ici, en France. Est-ce que toi, de ton point de vue, il y a un moyen, il y a quelque chose qui fait que là-bas, toi, en Ukraine ou dans les quartiers que tu as pu citer comme Lviv et Oui. cetera, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un sentiment d'appartenance très fort, tu vois? Je sais pas, peut-être comment dire? Un moyen d'avoir agencé ce quartier qui fait que du coup, on s'y sent vraiment, appartenir au quartier et pas Oui, juste y oui. vivre? Oui, bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Bon, bien sûr, cette notion de sentiment d'appartenance, c'est assez complexe, à définir, mais je pense qu'on pourrait, l'étudier, un peu sous l'angle de, ce qui entoure l'habitat, donc son environnement, dans quel contexte il s'inscrit et un peu pour, raconter, moi, le quartier où j'ai grandi, en fait, c'était un quartier assez particulier à Kiev, qui est assez unique parce qu'il a été bâti sur une île artificielle OK. et qui est entouré, complètement par un fleuve, donc un canal artificiel qui a été creusé, et redirigé du fleuve, OK, c'est dans les embouchures du Dnipro. Dniepr, ouais. Oui, OK, c'est ça trop cool. et voilà, comme je l'ai évoqué, il y a c'est vraiment un quartier, très résidentiel, mais qui est, entouré par cette promenade au bord de l'eau, tout autour et moi, ce qui m'a le plus, marqué et qui constitue, je pense, ce sentiment d'appartenance, c'est cette, promenade vraiment périphérique et ce rapport, au quai, au l'eau qui, voilà, c'était un endroit, où j'avais l'habitude de me promener avec ma famille, mes amis et qui ont Ouais. vraiment constitué, je pense, ce lien un peu Mmh affectif, mh. avec le quartier. Ouais, c'est pas seulement le quartier où, tu habitais, c'est le quartier où tu as vécu, en fait. C'est ça. Il y a plus de moments de vie liés à ce quartier Oui, que oui, des tout à fait. moments où tu dis: «Bah, j'ai juste vécu ici, quoi». Voilà, donc je pense que c'était, bon dans mes souvenirs, il n'y avait pas seulement, mon appartement, Ouais. ma résidence, mais aussi tout cet environnement, et hem et moi, comment je pourrais définir, ça, dans les projets d'architecture? Je pense que le sentiment d'appartenance, c'est cette capacité, que, le projet, peut avoir à s'ouvrir sur son environnement et d'offrir des espaces aux habitants où interagir, où, voilà, échanger et vraiment, des endroits qui permettent, d'habiter. Donc, Mmh pas mh. seulement occuper un lieu, mais Ouais. de l'habiter pleinement. Mmh mh. En plus, je trouve qu'il y a de s'épanouir aussi, au-delà du bâti parce qu'en fait, on se rend pas assez compte, je pense, du temps qu'on passe, dans son quartier, dans son logement, dans son environnement. Ici, dans Paris Centre, il y a des gens qui, des fois, n'ont jamais quitté enfin, tu quittes ton quartier, mais tu restes dans un cercle très fermé. Moi, là, ici, on est dans le 2e arrondissement. C'est un Oui. quartier où si tu fais un peu le tour, bah, tu vas voir beaucoup de choses, où il y a énormément de vie. Il y a des quartiers qui sont différents dans Paris, mais Mmh. tu vois, il y a ce sentiment de segmenter quartier par quartier et pas forcément un espace commun, tu Oui, vois? c'est vrai. Et il y a Mmh. un truc qui m'a aussi marqué, mais que tu cites et que je trouve qui est assez intéressant, c'est que le côté, appropriation de l'environnement, mais pas, prendre une partie de la terre et Mmh. faire du résidentiel, mais plutôt, étudier ce qu'il y a autour en termes d'environnement et le mettre au service Mmh mh. de l'habitat collectif là-bas en Ukraine. Je trouve que c'est quelque chose qui est toujours amené dans la réflexion, plus sur la partie, je pense, qui a été fait post-soviétique justement, Mmh. parce que, bah, il y avait quand même, cette notion de faire quand même beaucoup de blocs, comment dire? Énormément de blocs pour faire, bah, Oui, beaucoup de oui, je résidentiel, comprends. quoi. Il y avait Oui, c'est une ça. notion de, comme tu dis, de logement qu'il fallait, une grosse demande de logement, donc fallait répondre Mmh mh. très vite et c'était une construction qui était très rapide, hein. Enfin, Oui, si oui, on oui. retourne dans ça, mais
pas forcément les sujets que je maîtrise le plus. Je laisserai les gens qui écoutent ce podcast, qui maîtrisent ces sujets, apporter leurs commentaires là-dessus. Mais de mon souvenir, il y avait vraiment ce côté où, bah, en fait, on fait vraiment des grands quartiers où il y a Oui, voilà, et énormément de tous les densité de abords, les population. aménagements, Voilà. publics, voilà, Mais, ça reste encore un mais c'est vrai que l'aménagement public, réfléchi, c'est mmh. le quartier où tu as vécu à Kiev, il est donc, proche du fleuve, donc, en fait, le fleuve est vraiment le point d'ancrage du quartier pour tout ce qui est vie autour, quoi. Oui, moi je trouve que c'est vraiment ça, Mmh. oui. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est une vision qui est vraiment genre, bah, comme on a essayé de l'introduire aussi dans le début d'épisode, c'est que c'est le bâti, l'architecture, la construction comme un moyen et non comme un outil. Parce que si tu sers comme un outil et que tu mets aucune vie autour, bah, je Oui. pense que déjà ça manque d'âme, fondamentalement, et ça manque aussi de vie économique autour, et si tu habites dans un quartier et que tu as pas de vie Mmh. économique, bah, le quartier est un peu mort quand même, je Mmh. pense. C'est un peu ça la construction qu'il faut aller chercher. Oui, Hem, Au-delà des quartiers que tu as pu citer, tu as cité un quartier à lui, je pense qu'il faudra que tu me donnes, 2-3 références, que je puisse les mettre aussi, en description de bien l'épisode, sûr. que les gens puissent, Ou peut-être aller en voir, photo pour, avoir des photos, je quelques pense que ça références. ça mérite d'être mis en avant. Mais, si tu avais en tête un quartier qui pour toi, ça peut être un quartier en France, hein, tu sais, il y a pas que, enfin, moi j'ai une Oui, vision oui, bien peut-être, sûr. très, justement, Non, vu que non, j'ai mais vu la j'ai des nouveauté exemples, là-bas, j'ai bien peut-être sûr. pas vu assez en France. J'ai peut-être une vision étriquée, tu vois, du sujet, hein, mais j'assume totalement ne pas avoir, la quintessence de tout ça. Mais, mais je trouve qu'il y a plein de quartiers à citer, et tu en as peut-être plein, ou un que tu aimerais citer au-delà des quartiers qu'on a vu ensemble, là, durant cet épisode. Est-ce qu'il y a un quartier qui te vient et qui constitue pour toi un exemple, d'architecture qui rend service à ce côté cohésion, à ce côté habitat collectif? Bah, j'aimerais citer un projet de quelqu'un que tu connais assez bien, c'est Martin Duplantier. OK. Bah, on embrasse, Heu, Martin. Merci de citer son projet. Il sera ravi d'entendre que heu, son projet est dans ce genre de discussion, je pense. oui, j'ai vu récemment que, un projet a été livré, près de Bordeaux, à Mérignac, OK. et j'étais, assez impressionnée et intéressée par cette démarche de mettre au centre du projet vraiment le projet paysager, et de réfléchir comment relier les différentes unités de logement par, justement ces allées, végétalisées, par les îlots de fraîcheur qui constituent vraiment le cœur et la vie du quartier. Mmh mh. Et il me semble qu'il y avait aussi une réflexion sur, les espaces collectifs, et notamment des potagers ou des jardins partagés, OK. entre Ouais. les voisins, les habitants. Heu, Il va croire que je regarde jamais ses projets, mais je découvre, actuellement. Mais j'irai voir un peu plus en détail. Mais ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Mais bon, pour connaître un peu la personne, je pense qu'en effet, lui, il a aussi cette vision de l'habitat comme moyen. Donc, c'est hyper intéressant que tu cites ce projet, parce qu'en effet, il a été livré il y a peut-être quelques temps. Là, je sais pas à quel moment sortira l'épisode, mais il y a en vrai entre 0 et 3 mois entre le moment où on a enregistré, quoi, je crois. ouais, il me semble au mois d'avril. Ouais, donc, trop trop intéressant. Et donc ça, c'est le genre de quartier que toi tu trouves sert, le bien commun, le bien collectif, parce que il est pensé pour que les gens à la fois s'y sentent bien en tant que résidents, mais aussi en tant qu'humains, autour, quoi, tout ce qu'il y a de vie de quartier, et cetera, quoi, c'est Oui, ça? moi je trouve que à la fois, donc il faudrait avoir, peut-être cette réflexion sur, l'ouverture de chaque habitat, sur l'extérieur, donc via, par exemple des terrasses, des Mmh mh. loggias, d'avoir une double orientation des logements, par exemple, pour avoir vraiment des perspectives sur, l'extérieur, et surtout, de mettre au centre les espaces collectifs, les espaces communs, qui peuvent devenir des vrais lieux de rencontre, en quelque Mmh. sorte, entre les habitants, et qui permettent, comme je l'avais évoqué, de dépasser cette échelle un peu privée, individuelle. Mmh. Non, c'est clair. En plus, tu vois, il y a un mot qui est souvent, enfin, il y a une phrase qui est souvent, évoqué, en France, et je pense dans d'autres pays, mais moi j'ai vraiment la vision francophone, franco-française du sujet. Mais il y a un mot qu'on dit souvent, c'est le vivre ensemble, tu vois? C'est un Oui. truc, tu l'entends un peu à toutes les sauces, en France. Mmh. Et des fois quand tu regardes les quartiers qui ont été faits, tu te dis: «Mais en fait ce mot a été totalement oublié Oui, de oui, la tout à fait. réflexion architecturale». Mais du coup, il est jamais trop tard déjà. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense que c'est ça le cœur du sujet de l'habitat résidentiel et l'habitat, Mmh. quartier au sens, global. C'est que, ben, tu peux pas te permettre de vivre de manière individuelle, puisque tout comportement individuel dans ce quartier a un impact sur le collectif. Donc, si tu réfléchis pas au collectif en amont,
forcément tu crées, un contexte, qui est pas favorable à du vivre ensemble, quoi, donc hyper intéressant et donc ça, c'est un projet en France. Du coup, j'imagine qu'il y a des projets en Ukraine que tu as pu voir aussi, des quartiers qui t'ont marqué et en plus ça m'amènera peut-être à y aller, dans le futur, tu vois? Si je peux aller les Hem, voir, si tu as un exemple de quartier, tu vois? Moi, je te cite, le ouais. quartier, donc dans Vinnytsia que j'ai pu voir et qui est dans le documentaire à construire. J'avais été vraiment, genre, impressionné par la réflexion. On était en plein mois de novembre, tu vois? On n'était pas non plus, tu sais, c'est pas les moments où tu découvres les quartiers l'été où donc tout le Mmh. monde est dehors, donc forcément parce qu'il fait beau, tout le monde va dehors, tout le monde veut profiter de l'air extérieur. Là, il faisait pas très chaud, mais tout le monde était dehors, quoi. Il y a une vie Ouais. qui est vraiment un, qui enfin, c'est pas qui impressionne, mais qui donne envie de se dire, il y a un sentiment de dire: «Bah, en fait, ici, tu vois, c'est pas chez moi, mais en fait, j'aimerais, genre, ça pourrait être chez moi», quoi. Mmh. Tu vois, de projection, de se dire, «Ce quartier, bah, il pourrait me convenir parce que, c'est la réflexion amenée sur, bah, tout ce qui est, bah, voies végétalisées, parcs pour enfants», enfin, tu sais, des trucs, un peu c'est quand même pas non plus le truc le plus dur à imaginer, mais en Oui, fait, oui, ça bien sûr. constitue tellement un plus dans une réflexion, ça sert à conforter une idée de idéal de vie, tu vois, de projection et cetera donc ouais, ce quartier de Oui. Vinissa, je pense que je remettrai des photos parce que vraiment, incroyable, j'ai adoré Bah, donc je le connais pas je malheureusement, te mais oui, j'aimerais j'ai bien pas le découvrir. nom malheureusement, je le retrouverai mais je le mettrai en description mais si toi tu avais un quartier du coup, bah, à Kiev, forcément ou une autre ville, hein, peut-être, hein, mais je pense qu'à Kiev, il y a énormément d'exemples de quartiers justement qui peuvent imager ce genre de propos, quoi. Bah, à Kiev, précisément, je pense qu'à part mon quartier, Bah, j'ai tu j'ai veux pas donner beaucoup le nom du d'exemples quartier? Ah OK, OK. précis, mais je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles résidences, voilà, à la fois, qui essaient d'intégrer un peu plus ces espaces végétalisés, mais plutôt, dans la région de Kiev, un petit OK, peu en dehors de la autour. ville parce Ouais, que quand même la densité, oui, c'est vrai. reste très importante, Mmh mh. dans le centre-ville. Hem et surtout, hem, bon, je pense que d'un côté, voilà, il y a cette belle progression sur les quartiers, qui essayent, comme tu as évoqué, de créer plus d'espaces végétalisés, vraiment de mettre au centre, tous les espaces collectifs. Mais il y a aussi un peu un contre-exemple que je pourrais donner, c'est, les quartiers qui essaient de clôturer, Mmh. complètement et Ouais. d'entourer par une clôture, voilà, Ouais, tout ouais, tout ouais. tout ce quartier et je trouve que c'est assez Oui, discutable c'est parce vrai, ouais. que ça crée une sorte de frontière, Mmh mh, mmh mh, mmh. une rupture, vraiment, entre l'espace public, qui est souvent peut être, dans un état un peu moins bien et Ouais. puis, ce nouveau quartier qui propose, voilà, tout ce dont, les habitants ont besoin mais voilà, ça Oui, questionne sur la, ouais, dans un côté l'insertion vraiment du projet isolé, dans quoi. le Ouais. dans son Ouais, contexte. c'est vrai que maintenant que tu t'en repenses, que tu l'évoques, je me souviens de certains quartiers, moi, que j'ai visités à Irpin, du coup, en banlieue de Kiev, qui étaient un peu comme ça, où c'était vraiment fermé. Mmh. Et en même temps, certains commerces et tout étaient extérieurs au quartier, donc c'était assez ouais, assez intéressant. Donc, il y a des bons et des mauvais exemples, en effet. Ouais. Et là, on va arriver sur, une vraie projection. Ce que je vais te demander, ça va être peut-être un peu complexe parce que c'est très idéologique et très, abstrait. Mais moi, comme je disais, enfin nous en tout cas, en tant que jeunes et même, ceux qui sont actuellement en train de penser la ville, mais, la ville de demain, je pense que va être, réfléchie autour de nos, réflexions à nous, futurs habitants de cette planète et même ceux d'après, pour penser à l'après. En 2040, par exemple, hein, qui est pas non plus une projection trop lointaine parce que, bah, si on se projette trop lointain, après les gens vont ressortir cet épisode et se dire: «Bah, les gens en 2025, ils ont pensé notre ville de cette façon, mais ils sont complètement fous». Et peut-être que non, peut-être qu'on aura raison, mais comment tu, imagines toi, bah, la pas la ville de demain, mais l'habitat collectif de demain, à projection, 15-20 ans quoi, qu'est-ce qui seraient les 3 choses que tu aimerais retrouver dans un habitat collectif, d'ici 15-20 ans dans la réflexion? Oui, bah, comme on l'a déjà évoqué, c'est tous ces espaces verts, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur, le modèle, qu'on appelle en France de cité-jardin. OK, Donc il faudrait rappeler un petit peu que c'est pas Le Corbusier qui l'a inventé, c'est OK, apparu, beaucoup plus tôt, avec l'urbaniste, britannique, à la fin du 19e siècle OK, et au début c'était vraiment dans le contexte plutôt pavillonnaire, et une réflexion, sur, vraiment les aménagements,
autour de l'habitat OK. et les différents équipements, qui pourraient, voilà, amener de la vie dans un quartier. Et, et Le Corbusier, en quelque sorte, il a appliqué à ces grands ensembles, comme on peut citer la Cité radieuse à Ouais. Marseille, Mmh. À Nantes ou aussi, hein, qui est ma à ville, il y en a Nantes. une, je tire bien évidemment C'est vers, ça. Et vers Nantes, donc, mais bah, c'est assez étonnant parce que, d'un côté, il y a cette, ce gros idée, volume, quoi. donc voilà, c'était un principe très précurseur sur Mmh mh, mmh mh. l'habitat collectif, l'habitat social. Mais, d'un autre côté, ça n'invitait pas les gens à Mmh sortir mh, de mmh, ce mmh grand mh. Ouais. ensemble parce qu'il était si bien pensé qu'il y avait Que tu sors pas, ouais, tous bah, les mmh services, mh, mmh mh. voilà. Mais la réflexion, est partie d'une bonne intention, je Ouais. pense. Donc maintenant, il faut essayer de faire cette Il faut réflexion essayer en de décloisonnant, c'est quoi. ça, je pense Mmh mh. que voilà, de repenser un peu ce modèle pavillonnaire peut-être, OK. de l'appliquer au contexte urbain. Essayer de mieux, penser la différence entre les différentes échelles, l'échelle privée, collective, donc comment on passe de la ville, de l'espace public Mmh mh. à son habitat. OK. Donc, bien sûr, comme je l'avais évoqué, il y a aussi cette, question d'accessibilité, d'un habitat qui soit inclusif. Mmh mh. C'est quelque chose qui est très actuel, bah, déjà en France et le serait encore plus, en Ukraine. Et peut-être, comme on l'a vu avec le projet de, Oleg, Drozdov Mmh mh. à Lviv, peut-être commencer à développer un peu plus ce modèle d'habitat social, mixte Mmh mh. en Ukraine, qui est complètement nouveau et qui mérite, D'être peut-être, approfondi, quoi, approfondi, mais et dans un déployé dans contexte, d'autres contextes, ouais. voilà. Mmh mh. Hem, Trop bien, trop intéressant. Et si tu avais une dernière chose, donc là, si je crois qu'on en a 2, donc en gros, c'est plus d'espaces végétalisés, des c'est cœurs ça. de vie au sein des quartiers, un aspect de décloisonnement pour inviter les gens vraiment à sortir, Oui. à ne plus, rester dans ce cadre privé du logement, mais vraiment de la vie de quartier. Et après peut-être une dernière chose que tu aimerais retrouver dans ton habitat collectif de demain? Idéalement, je pense que c'est un habitat qui serait durable et Mmh mh. voilà, responsable sur le plan, environnemental, qui a une empreinte carbone qui serait faible Mmh mh. et un habitat qui, voilà, qui pourrait peut-être s'inscrire dans l'économie circulaire, tous ces débats sur, le réemploi, la réhabilitation. Parce que j'avais lu aussi, c'était intéressant que d'ici 2050, en fait, presque plus de la moitié du parc immobilier, serait déjà constitué avec ce qui existe, Mmh mh. déjà, ce Mmh qui est mh, mmh. construit. Mais, ça pose question parce que beaucoup de ces habitations-là ont été construits avant les réglementations énergétiques, voilà, tout ce Mmh contexte mh. réglementaire. Et il y a un vrai enjeu de rénovation de ces habitats, de ces logements. OK, donc Et donc voilà, dans un ouais. logement, un habitat Un logement durable, durable, c'est ça. Si on résume, c'est un habitat donc avec un habitat collectif. Si vous fermez les yeux, que vous voulez vous projeter dans la ville de demain de Maria, c'est un habitat collectif avec un poumon vert au centre du quartier qui donne vraiment envie de sortir. Sortir parce que décloisonner l'habitat privé, moins voir le cadre de votre résidence, votre appartement comme, bah, un lieu où vous passez du temps, mais plus se dire un lieu qui habite un espace, donc décloisonner, sortir de votre espace privé, tout à et fait. un habitat qui sera, durable dans le temps. C'est-à-dire que, en 2050, si cet habitat existe, il sera aussi disponible pour les générations d'après puisque ce sera construit pour, une Ouais, durabilité largement plus longue, plus pérenne que ce qui a pu être fait, actuellement. Même si, bah, là, tu vois, regarde, on est dans des bâtiments qui sont, de type, haussmannien d'il y a très oui, longtemps et qui s'inscrivent très bien dans le patrimoine. Mais en tout oui, cas, je pense qu'ils ont des gros sujets, tu vois? Là, on a de la chance c'est un lieu qui a été réhabilité, je pense, parce que, rien qu'au niveau des vitrages, tu sais que ça a été changé puisque c'était pas ceux bien de sûr. base. Il y a plein de choses, mais voilà, quelque chose de durable, pensé pour l'avenir. On va arriver bientôt à la fin de cet épisode, Maria. C'était hyper intéressant, une discussion, Bah, pareil pour profonde moi. et qui, amène aussi, à réagir. Je pense que s'il y a des gens qui ont, un avis, vous voyez que pour le coup, on n'est pas 2 experts de ces sujets-là, même Bien si sûr. toi un peu plus puisque tu les as Une étudiés, moi je vision, les très apprends, mais c'est idéaliste vraiment aussi, idéaliste voilà. et projection.
Ouais. Donc voilà, si vous voulez amener aussi votre idée de l'habitat collectif de demain, n'hésitez pas à le faire, à la fois, vous pouvez le faire directement depuis les plateformes, vous pouvez le faire à la fois sur, LinkedIn, sur Instagram, sur les pages du podcast. Et donc la dernière question puisque, du coup, vous qui êtes auditeur et toi qui, écoutes le podcast Maria, tu sais très bien que je vais te demander de citer une personne que tu aimerais entendre avec moi, dans une discussion idéaliste ou non, pour réveiller le BTP. Est-ce que tu as une idée d'une personne que tu aimerais entendre ici? Oui, moi j'ai découvert, une personne très intéressante, c'est une designer, qui s'appelle, Anna Sampierre OK. et qui a vraiment cette réflexion. Bon, elle est docteure en design, designer indépendante, mais elle participe aux grands projets architecturaux, en tant que, artiste plutôt pour des interventions qui s'inscrivent dans du 1 artistique. OK. Et elle a une démarche qui consiste à récupérer les matériaux du chantier et d'essayer de les réintégrer in situ. Donc, ça peut être, de la céramique, voilà, qui est réinsérée dans du calpinage, par exemple, ou OK. et je pourrais citer un projet, qu'elle a mené, il y a pas longtemps. C'était pour, le projet de Encore heureux, les ateliers Médicis à D'accord. OK. Clichy-sous-Bois, OK. où elle a fait participer les riverains, Mmh. à la récolte justement de différents matériaux, issus de la déconstruction, démolition de l'ancienne, cité, d'habitat social, les Chênes Pointus, il me semble. OK. Hem et j'ai trouvé très intéressant cette démarche qu'elle Mmh mh. appelle, la préservation de la mémoire bâtie, Mmh d'un mh. lieu. Donc c'est à la fois cette, réflexion sur, qui est très actuelle sur le réemploi, l'économie circulaire, mais aussi cette portée symbolique que les matériaux peuvent avoir, dans le cadre, du projet, et que j'ai trouvé OK. très intéressant. Hyper intéressant. Bah, pareil, j'essaierai de mettre des liens vers ce projet pour qu'on ait une image, plus précise, mais c'est hyper intéressant. Une personne qui, du coup, doit avoir, un état d'esprit et aussi une réflexion, sur tous ces sujets qu'on a pu évoquer ou autres, mais hyper intéressant. Donc je manquerai pas de au moins la contacter, faire un épisode peut-être si elle accepte, et puis voilà. Écoute, c'était super d'avoir cette discussion avec toi. Merci beaucoup. Je vous invite tous, à aller étudier donc les projets qui ont été cités dans cet épisode, aussi à aller, voir, comment on reconstruit en temps de guerre actuellement parce que c'est une démarche qui est hyper intéressante. Il y a pas mal de sujets, j'en ai fait un documentaire en effet, mais il y a pas mal de ressources sur internet donc renseignez-vous là-dessus. Mais c'est un contexte qui amène à la réflexion, donc c'est dans ces moments-là qu'il faut aller voir, ces sujets-là, donc voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais très envie d'évoquer dans un, contexte un peu plus large, donc c'est ce qu'on a fait, ce matin avec toi, Maria, donc merci d'être venue, échanger Merci avec beaucoup moi pour l'invitation, c'était très enrichissant pour moi aussi. et on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.